Les talibans viennent de choquer le monde, mais pas de la manière que la plupart des gens imaginent. Il ne s'agit pas simplement de bâtiments de routes ou de projets d'infrastructures visibles depuis les satellites. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan est bien plus profond et bien plus stratégique. Ce n'est pas seulement de la construction, c'est du contrôle. Contrôle de l'eau, contrôle de l'énergie et contrôle de ressources minérales cachées, estimées à des milliers de milliards de dollars. Ce sont précisément ces ressources que les grandes puissances mondiales, en particulier la Chine, considèrent depuis longtemps comme essentielles à la domination économique et technologique du XXIe siècle. Et désormais, presque en silence, l'Afghanistan est en train de se repositionner comme un acteur que l'on ne peut plus ignorer. L'un des projets lancés par les talibans est si colossal qu'il est déjà considéré comme le plus grand de son genre en Asie. Et si cela ne suffisait pas, un autre mouvement encore plus significatif passe presque inaperçu, l'extension discrète d'un méga-corridor économique de 60 milliards de dollars piloté par la Chine qui pénètre directement en territoire afghan. Ce n'est pas un hasard, c'est de la géopolitique à l'état pur. Pendant des décennies, l'Afghanistan a été perçu comme un État failli, dépendant de l'aide étrangère, prisonnier de conflits internes et de guerres sans fin. Aujourd'hui, sous le contrôle des talibans, le pays adopte une stratégie radicalement différente, transformer sa géographie en pouvoir son sous-sol en capitale et ses infrastructures en influence régionale. De nombreux gouvernements refusent peut-être de reconnaître officiellement les talibans. Mais une chose est incontestable, la position stratégique de l'Afghanistan. Et pour la première fois depuis des générations, ceux qui contrôlent Kaboul semblent déterminés à exploiter cet avantage jusqu'au bout. À environ 400 km au nord, au cœur des plaines désertiques du nord de l'Afghanistan, les talibans mènent l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux, jamais entrepris dans la région, le canal de Koch-Tepa. Il ne s'agit pas d'un simple ouvrage hydraulique. Ce canal artificiel, long d'environ 115 km, est si large qu'il dépasse même le célèbre aqueduc de Californie. Son ampleur est difficile à exagérer. Une fois achevé, il détournera près de 20% du débit du fleuve, Amu Darya, l'un des cours d'eau les plus importants d'Asie centrale. L'impact potentiel est colossal. Le canal permettra d'irriguer 550 000 hectares de terres agricoles, soit une superficie supérieure à celle de l'État américain du Delaware. Concrètement, cela pourrait accroître les terres cultivables de l'Afghanistan d'environ un tiers, rapprochant le pays pour la première fois de son histoire moderne d'une véritable autosuffisance alimentaire. Pour une nation longtemps dépendante de l'aide humanitaire internationale, ce changement est fondamental. Sur le terrain, près de 6 000 ouvriers manient jour et nuit d'immenses excavatrices, faisant une tranchée gigantesque à travers l'un des environnements les plus hostiles au monde. Le coût total estimé du projet s'élève à environ 684 millions de dollars, auxquels les talibans ont ajouté 100 millions de dollars supplémentaires sur fonds propres, démontrant clairement l'importance stratégique accordée à cette infrastructure. Mais ce projet suscite de vives inquiétudes régionales. Des pays voisins comme l'Ouzbékistan et le Turkménistan dépendent eux aussi de l'Amu Darya pour irriguer leur culture, notamment le coton pilier de leurs économies agricoles. La décision afghane de détourner une part aussi importante du fleuve a donc provoqué une nervosité croissante. En substance, le message des talibans est sans ambiguïté, l'Afghanistan prendra sa part de l'eau avec ou sans l'accord de ses voisins. Le canal de Koch-Tepa révèle ainsi une réalité essentielle. Les talibans ne construisent donc pas seulement pour le développement intérieur. Ils mettent en place de véritables leviers de pouvoir régional et dans une région de plus en plus touchée par le changement climatique, l'eau est devenue leur arme la plus redoutable. Le canal de Koch-Tepa n'est pas un projet isolé. Il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large par laquelle les talibans cherchent à transformer le contrôle de l'eau en pouvoir économique, politique et énergétique. À travers tout l'Afghanistan, de multiples barrages et infrastructures hydrauliques sont en cours de construction ou de relance, y compris dans des zones longtemps jugées trop instables pour accueillir des projets de cette ampleur. L'un des exemples les plus emblématiques est le barrage de Bakhshabad. Sa construction se poursuit malgré des tensions diplomatiques persistantes avec l'Iran concernant le partage des ressources hydriques transfrontalières. Le message envoyé est clair pour les autorités de Kaboul, le contrôle de l'eau relève de la souveraineté nationale et non de concessions dictées par l'extérieur.
Ces barrages remplissent trois fonctions stratégiques majeures. Premièrement, ils permettent la production d'électricité hydroélectrique, réduisant progressivement la dépendance chronique de l'Afghanistan vis-à-vis des importations d'énergie en provenance de pays voisins comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou l'Iran. L'autonomie énergétique limite non seulement les coûts économiques, mais aussi les pressions politiques exercées par l'extérieur. Deuxièmement, ces infrastructures assurent un approvisionnement régulier en eau pour l'agriculture, soutenant l'objectif affiché des talibans d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans un pays où la rareté de l'eau a longtemps alimenté la pauvreté rurale et les déplacements de population, cet aspect est central pour la stabilité interne. Troisièmement, et c'est l'aspect le plus sensible sur le plan géopolitique, le contrôle des barrages confère à l'Afghanistan un pouvoir de négociation inédit vis-à-vis des pays situés en aval. En Asie centrale et au Moyen-Orient, l'eau est un enjeu de sécurité nationale. En maîtrisant les sources et les flux, les talibans se positionnent comme un acteur capable d'influencer directement ses voisins. Sur le plan stratégique, cela marque une rupture profonde. L'Afghanistan ne se contente plus de subir les dynamiques régionales. Il crée des faits accomplis sur le terrain. Et même sans reconnaissance diplomatique officielle, le contrôle de l'eau et de l'énergie confère au régime une forme de pouvoir réel, difficile à ignorer. Pendant des décennies, l'un des principaux freins au développement de l'Afghanistan n'a pas seulement été la guerre, mais une corruption systémique profondément enracinée dans l'appareil d'État. Sous les gouvernements soutenus par les États-Unis et leurs alliés, des milliards de dollars d'aide internationale et de financement pour les infrastructures ont été dilapidés, laissant derrière eux des projets inachevés et une population désabusée. Les talibans ont fait de ce contraste un pilier central de leur discours politique. Selon plusieurs rapports et observations indépendantes, le régime actuel est parvenu à réduire de manière significative la corruption dans les grands projets d'infrastructure. Il ne s'agit pas de transparence institutionnelle au sens occidental, mais d'un système de gestion extrêmement centralisé où les décisions, les budgets et l'exécution sont strictement contrôlés par la hiérarchie du mouvement. Sur le plan pratique, les résultats sont simples visibles. Les projets avancent et surtout ils sont menés à terme. Contrairement au passé, les fonds alloués aux canaux, aux barrages, aux routes et aux tunnels ne semblent plus se perdre dans des chaînes interminables d'intermédiaires. La discipline interne imposée par les talibans, combinée à une approche pragmatique de l'exécution, permet une utilisation plus efficace des ressources malgré les sanctions internationales et l'isolement financier. Cette évolution a des implications stratégiques importantes. Pour de nombreux acteurs régionaux, notamment la Chine, l'Iran et le Pakistan, la question centrale n'est plus de savoir si le régime est idéologiquement acceptable, mais s'il est opérationnellement fiable. Et sur le terrain des infrastructures, le message est clair, les talibans démontrent une capacité d'exécution que leurs prédécesseurs n'ont jamais réellement atteinte. Dans un contexte de reconnaissance diplomatique limitée, l'efficacité devient ainsi une forme alternative de légitimité. Pour les talibans, la transformation de l'Afghanistan ne se limite pas aux canaux, aux barrages ou aux axes de transport. Elle passe aussi par une refonte profonde de l'espace urbain et de l'organisation sociale. Le projet le plus emblématique de cette ambition est Kabul New City, une initiative qui dépasse largement le simple agrandissement de la capitale existante. Il s'agit d'une ville entièrement planifiée, construite à partir de zéro, couvrant une superficie d'environ 722 km², soit près d'une fois et demie la taille du Kaboul actuel. L'objectif principal est de répondre à la crise aiguë de surpopulation que connaît la capitale, où des millions de personnes vivent dans des conditions précaires après des décennies de guerre, de déplacements internes et de croissance urbaine incontrôlée. Le plan directeur prévoit la construction de 250 000 unités résidentielles capables d'accueillir entre 1 et 3 millions d'habitants. Mais Kabul New City n'est pas conçue comme un simple ensemble de logements. Elle est pensée comme un nouveau pôle urbain moderne destiné à incarner la vision d'un Afghanistan stable, organisé et tourné vers l'avenir. Le projet est divisé en plusieurs phases. La phase 1 comprend 206 secteurs, dont la zone appelée Golden City, qui prévoit 42 000 logements répartis sur 372 hectares. En août 2023, les travaux ont repris dans le secteur Parcelle B, avec la construction de 6 600 logements pour environ 40 000 résidents. Plus récemment, à la fin de l'année 2024, le chantier du Parcelle 2.6 a été lancé soutenu par un investissement estimé à 700 millions de dollars visant à créer 52 000 unités supplémentaires.
Au-delà de l'habitat, Kaboul New City intègre des universités, des cliniques, des centres commerciaux, des espaces verts et des zones de loisirs, tous reliés par des infrastructures modernes, comprenant écoles, hôpitaux, services publics et parcs. Le développement complet est prévu sur une période de 30 ans en 2 grandes phases, mêlant zones résidentielles, commerciales, agricoles et récréatives. Si le projet essaie mené à terme, Kaboul New City pourrait devenir l'une des plus grandes villes planifiées d'Asie, transformant durablement le paysage urbain et social de l'Afghanistan. Les dirigeants talibans ont compris une réalité que de nombreux observateurs extérieurs ont longtemps sous-estimée. La véritable force stratégique de l'Afghanistan réside dans sa géographie. Le pays se situe au carrefour naturel de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l'Ouest de la Chine. Pendant des siècles, cette position a été une source de conflits. Aujourd'hui, le régime cherche à la transformer en avantage structurel. Le premier pilier de cette stratégie est l'extension du corridor économique Chine-Pakistan-CPEC vers l'Afghanistan. En mai 2025, la Chine, le Pakistan et les autorités talibanes ont signé un accord trilatéral visant à prolonger ce méga-projet évalué à 60 milliards de dollars directement sur le territoire afghan. Cette extension crée un axe terrestre continu reliant la région chinoise du Xinjiang, le Pakistan et l'Afghanistan, offrant à Pékin un accès direct au marché d'Asie centrale ainsi qu'aux vastes ressources minérales afghanes. Pour la Chine, cette route réduit la dépendance à des voies maritimes vulnérables. Pour l'Afghanistan, elle signifie investissement, infrastructure et intégration économique régionale, sans passer par la reconnaissance politique occidentale. Le deuxième élément clé est le projet ferroviaire transafghan. D'un coût estimé à 4,8 milliards de dollars, cette ligne de 573 km reliera l'Ouzbékistan au Pakistan en traversant l'Afghanistan. L'impact logistique est considérable, le temps de transit des marchandises serait réduit de 35 jours à seulement 4 jours. Le projet implique la construction de plus de 300 ponts et de 5 tunnels majeurs dans l'un des environnements montagneux les plus complexes au monde. Le lancement des travaux est prévu pour 2025. Parallèlement, l'Afghanistan s'intègre déjà à d'autres réseaux régionaux. En 2023, la ligne ferroviaire Kaf-Herat, reliant l'Afghanistan à l'Iran, est devenue opérationnelle avec un premier convoi de 655 tonnes de matériel ferroviaire. Cette liaison offre au pays un accès direct aux ports iraniens et par extension aux routes commerciales mondiales. Le message des talibans est clair, les États peuvent refuser de reconnaître le régime, mais aucun ne peut ignorer la géographie afghane. Grâce à ces routes, ces chemins de fer et ces corridors économiques, l'Afghanistan cesse progressivement d'être un espace enclavé pour devenir un nœud incontournable du commerce régional. Si l'eau constitue un levier stratégique majeur, l'énergie représente l'échelon supérieur du pouvoir régional. Dans ce domaine, les talibans ont relancé des projets transfrontaliers longtemps considérés comme politiquement irréalisables. Le plus emblématique est le gazoduc TAPI. TAPI est l'acronyme de Turkménistan, Afghanistan, Pakistan et Inde. Ce projet vise à transporter 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an sur une distance de 1821 km traversant certaines des régions les plus instables d'Afghanistan. Avec un coût estimé à 10 milliards de dollars, il s'agit de l'un des projets énergétiques les plus ambitieux d'Asie du Sud et d'Asie centrale. Pendant des années, TAPI est resté bloqué au stade de la planification. Pourtant, en septembre 2024, les talibans ont surpris la communauté internationale en relançant officiellement la construction du tronçon afghan. Le porte-parole du régime Zabihullah Mujahid a annoncé le début des travaux après des cérémonies conjointes avec des représentants du Turkménistan. Une fois achevé le projet, pourrait générer près de 1 milliard de dollars de revenus annuels pour l'Afghanistan et créer des milliers d'emplois. Ce qui rend cette relance particulièrement significative est son contexte historique. Le projet TAPI avait été initialement négocié avec les talibans dès 1998, avant les attentats du 11 septembre. 25 ans plus tard, le mouvement est de retour au pouvoir et reprend exactement là où il s'était arrêté. Mais TAPI n'est pas le seul projet énergétique majeur. Un autre axe stratégique est Kazam 1000, une initiative de 1,2 milliard de dollars destinée à acheminer de l'électricité hydroélectrique depuis le Kirghizistan et le Tadjikistan à travers l'Afghanistan vers le Pakistan. Le système doit transmettre 1300 MW, dont 300 mégawatts pour la consommation afghane et 1000 mégawatts destinés au Pakistan. En 2024, un tournant inattendu s'est produit lorsque la Banque mondiale a approuvé la reprise du projet malgré l'absence de reconnaissance officielle du régime taliban.
Un mécanisme spécial de ring fencing a été mis en place maintenant, les flux financiers hors du contrôle direct des talibans, tout en permettant la poursuite des travaux. Dans les faits, l'Afghanistan consolide ainsi son rôle de corridor énergétique incontournable, tirant profit de son territoire même, en situation d'isolement diplomatique. Pendant longtemps, l'Afghanistan a été perçu comme un pays pauvre, dépendant de l'aide étrangère et dépourvu de bases économiques solides. Pourtant, sous son sol se trouve l'une des plus grandes concentrations de ressources minérales non exploitées au monde, dont la valeur est estimée à des milliers de milliards de dollars, selon plusieurs études géologiques internationales. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas l'existence de ces ressources, mais la volonté politique du régime taliban de les transformer en pouvoir concret. L'Afghanistan possède d'importants gisements de lithium, un élément clé pour les batteries de véhicules électriques de cuivre indispensables au réseau électrique et à l'électronique moderne, ainsi que de terres rares essentielles aux smartphones, aux technologies de pointe et aux systèmes militaires. À l'ère de la transition énergétique et numérique mondiale, ces matières premières sont devenues des actifs stratégiques de premier ordre. L'exemple le plus emblématique est la mine de cuivre de Mes Aynak. La Chine en détient les droits d'exploitation depuis plus de 15 ans, mais l'insécurité chronique et l'instabilité politique ont longtemps empêché le démarrage réel des opérations. En juillet 2024, une nouvelle cérémonie d'inauguration a eu lieu pour la 10e fois environ, mais cette fois, le contexte est différent. Les talibans assurent désormais la sécurité du site, offrant une stabilité que les gouvernements précédents n'avaient jamais été en mesure de garantir. Parallèlement, le régime a instauré une politique de fiscalité agressive sur les activités minières à l'échelle nationale. Selon des rapports de la Banque mondiale, les autorités afghanes ont collecté environ 1,54 milliard de dollars de recettes en 2022, une part importante provenant des taxes sur l'exploitation minière et les projets de reconstruction. L'élément le plus stratégique réside dans l'utilisation de ces revenus. Les talibans mettent en place un cycle économique auto-renforcé. Les ressources minières financent routes, tunnels et chemins de fer. Ces infrastructures facilitent l'accès à de nouveaux gisements. L'augmentation de la production génère ensuite davantage de revenus pour de nouveaux projets. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afghanistan tente de convertir sa richesse enfouie en influence économique et géopolitique tangible. Parmi tous les projets d'infrastructures lancés ou achevés par les talibans, le tunnel de Salang occupe une place particulière, tant par son importance économique que par sa portée symbolique. Ce tunnel n'est pas une simple route de montagne. Il constitue une artère vitale, reliant le nord et le sud de l'Afghanistan, en traversant la chaîne de l'Hindu-Kush, à plus de 3400 mètres d'altitude. Construit à l'origine par l'Union soviétique en 1964, le tunnel de Salang mesure 2,7 km de long. Pendant des décennies, il a été considéré comme l'un des passages routiers les plus dangereux au monde. Conçu pour accueillir environ 2000 véhicules par jour, il en voyait passer jusqu'à 9000 lors des périodes de pointe. Les conditions étaient extrêmes, chaussées dégradées poussière suffocante, accumulation de monoxyde de carbone, due à des systèmes de ventilation défaillants et menaces permanentes d'avalanche. La catastrophe la plus meurtrière survint en 1982, lorsqu'une série de collisions provoqua des incendies et des explosions à l'intérieur du tunnel, causant la mort de jusqu'à 2700 personnes. Cet événement était souvent cité comme l'un des accidents routiers les plus meurtriers de l'histoire moderne. Pendant des années, le tunnel est resté un symbole de négligence et de danger. Pourtant, en décembre 2023, les autorités talibanes ont annoncé avoir entièrement reconstruit et modernisé l'ouvrage. Le coût de l'opération s'est élevé à environ 100 millions de dollars financés sur fonds propres, soit près d'un quart des recettes fiscales annuelles de l'Afghanistan. Au-delà de l'amélioration de la sécurité, la rénovation du tunnel de Salang renforce directement la cohésion économique du pays. Elle garantit un flux plus sûr et plus rapide de marchandises entre les régions agricoles du nord et les centres urbains du sud, réduisant les coûts logistiques et consolidant l'unité territoriale. Ce projet démontre une chose essentielle. Le régime ne se contente pas d'annoncer des méga-projets. Il les réalise même lorsque cela implique des sacrifices financiers considérables. Ce que les talibans sont en train de faire en Afghanistan ne peut pas être réduit à un simple programme de reconstruction nationale. Il ne s'agit pas non plus d'une mise en scène destinée à impressionner l'opinion internationale. Chaque canal, chaque barrage, chaque tunnel et chaque kilomètre de voie ferrée répond à une logique stratégique cohérente et méthodique. L'objectif n'est pas seulement le développement, c'est la maîtrise des fondements du pouvoir moderne. L'eau devient un instrument d'influence régionale.
l'énergie se transforme en souveraineté politique. Les ressources minières constituent un capital stratégique à long terme, et les infrastructures reliant ces éléments pour créer un effet de puissance cumulatif. Pendant des décennies, l'Afghanistan a été un espace où les décisions étaient prises par d'autres. Aujourd'hui, sous le contrôle des talibans, le pays tente de redéfinir son rôle, passé d'un territoire marginalisé et dépendant à un nœud central du commerce de l'énergie et des ressources en Asie. La reconnaissance diplomatique reste limitée, mais la réalité physique, routes, chemins de fer, gazoducs et réseaux électriques, progresse indépendamment des débats politiques. Rien de tout cela ne garantit le succès. Les obstacles restent immenses, sanctions internationales, isolement financier, tensions internes et crises humanitaires persistantes. Toutefois, un fait est désormais incontestable. Les talibans sont passés de la simple survie à une stratégie de long terme. Si ces projets aboutissent, ils ne transformeront pas seulement l'économie afghane. Ils pourraient redessiner les équilibres de pouvoir en Asie centrale, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. L'Afghanistan cesserait alors d'être un vide géopolitique pour devenir un acteur capable, pour la première fois depuis des générations, d'imposer ses propres conditions. Le monde peut débattre de cette réalité, mais il ne peut plus l'ignorer.